Restez pas loin et puis on va vous retrouver après l'intervention de votre confrère également du CHU de Montpellier. Voici notre généticien Valentin Ruot. Bonjour Valentin. Regardez, il y a un micro ici. Merci Hélène pour d'avoir calé la présentation suivante. Vous, Valentin, vous avez lancé un questionnaire qui donne la parole aux patients. Vous allez nous raconter tout cela. Alors, c'est pas réellement moi qui l'ai lancé le questionnaire et j'en profite pour commencer par ça. Il y a des flyers et des affiches Génida qui sont disponibles dans l'amphi, vous pouvez repartir avec. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup de me donner la parole. Vous avez vu 10 minutes de David Geneviève en vulgarisation scientifique, imaginez 2 heures à la fac. Je vais vous parler un petit peu plus de Génida que beaucoup d'entre vous connaissent pour l'avoir utilisé. Le titre est en anglais parce que le programme était fait comme ça, mais ça veut dire, la contribution des aidants et des parents, via Genida à l'amélioration et la complémentarité des informations que dont nous disposons. On part d'un constat, aux États-Unis, le temps d'écoute moyen, d'un médecin pour son patient est de 11 secondes. C'est bien, mais pas beaucoup. En France, on est beaucoup, beaucoup plus fort, évidemment, on fait tout mieux. C'est 23 secondes. Voilà. Forcément, pour recueillir des informations, c'est pas très long. Donc, à quoi ça sert Génida? Pourquoi on s'en est servi? On a voulu faire une étude descriptive des symptômes fréquents. Un symptôme, c'est quelque chose qu'on exprime quand on a un syndrome ou une maladie. Et pourquoi faire? Eh ben, tout simplement pour répondre à vos questions et aux questions des parents et des familles à venir qui seront concernés par le syndrome DDX3X. La phrase qu'on entend tous les jours, ou tous les 2 jours. Oui, docteur, d'accord, vous avez fait un diagnostic chez mon enfant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Et sans vous, la réponse, c'est je ne sais pas. Donc on essaye de faire mieux que je ne sais pas. Genida, représentativité. Alors Genida, c'est une plateforme française, donc évidemment, on a un certain biais de recrutement sur la France, mais vous voyez que les réponses françaises représentent moins de 50% des réponses, ce qui est quand même satisfaisant. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des répondants qui ne sont pas français, ce qui est bien pour quelque chose qui, à la base, est fait en France. On est principalement européen, vous voyez peut-être pas très bien, le gros morceau noir en bas, c'est le Royaume-Uni, l'Espagne, et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup moins de répondants. Globalement, une fois que vous avez répondu à cette plateforme Genida, alors pour ceux qui n'ont pas répondu à la plateforme, c'est un questionnaire extrêmement long, mais extrêmement précis, avec des questions qui commencent par être très larges sur la personne concernée par le syndrome, qu'est-ce qu'elle a comme symptômes, et ensuite on décrit par organe quels sont les symptômes, quel est précisément le symptôme, l'âge de début, etc. Ce que moi ensuite j'ai pu observer grâce à cette plateforme, c'est des représentations graphiques comme celle-là. Donc, en premier, l'aperçu général qui nous donne globalement la vue du syndrome. On voit que les problèmes de vision sont le symptôme le plus fréquent. On descend ensuite le diagnostic de déficience intellectuelle, les problèmes de mouvement anormaux au sens très très large, le comportement, etc. etc. Et on va jusqu'en bas, on se rend compte que les problèmes de cancer ne concernent qu'un seul individu et les problèmes d'odorat, c'est 0. Des questions qui vous paraissent presque banales ou évidentes, mais c'est des questions qu'aucun médecin et aucun recueil médical n'avait posées avant. La première question, qui est la plus importante, je pense, quel est le problème majeur à la maison? Qu'est-ce qui vous implique le plus? Qu'est-ce qui vous impacte le plus tous les jours? C'est une question qu'on pose jamais. Et c'est une question que vous, les parents, vous nous posez tout le temps. Donc c'est une question à laquelle on ne sait jamais répondre. On sait que dans le syndrome DDX3X, globalement, l'unanimité, c'est que c'est le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, surtout le déficit de l'attention, qui est le symptôme le plus embêtant au quotidien. Deuxième question, là, si on devait traduire, quel est le problème comportemental qui affecte le plus votre quotidien? Si on résume un petit peu ce qui est écrit en dessous, c'est les conduites d'enfermement ou se couper du monde extérieur. C'est écrit à chaque fois avec des mots différents, mais on revient un petit peu à cette notion-là de repli un petit peu sur soi et on fait le lien tout de suite avec la psychiatrie, dont on va parler un petit peu plus tard. Encore quelque chose qui vous paraît plus que banal, presque inutile, au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que votre enfant sait faire ses lacets? Est-ce que votre enfant se lave les dents?
C'est des trucs, aucun autre syndrome génétique n'est décrit comme ça. On n'a aucune idée pour tous les autres syndromes que vous voyez sur Extraordinaire. Est-ce que les enfants à 6 ans savent faire leur essai? On n'en sait rien. Sauf qu'en fait, quand on nous demande concrètement qu'est-ce qu'il va être capable de faire mon enfant quand il aura tel âge, tel âge, tel âge, il faut qu'on ait ce genre d'informations. Et sans ça, on ne peut pas y répondre. Donc, à l'échelle individuelle, c'est difficile de répondre. Est-ce que votre enfant, personnellement, saura faire ses lacets à 6 ans? Mais on a une idée globale de, bah voilà, chez tant d'enfants, voilà ce qu'ils savent faire à tel âge, voilà ce qu'ils n'ont pas encore appris à faire à tel âge, voilà à quel moment ça revient. Est-ce que chez les adultes, c'est un apprentissage qui a fini par arriver ou est-ce que c'est jamais arrivé? Donc, encore une fois, des choses qui paraissent banales et inutiles, mais qui sont très concrètes et qu'on ne pose jamais. Complémentarité, donc au-dessus, le recueil qu'on a fait via les docteurs, en dessous, le recueil qu'on a fait via Génida. En un mot, Génida, ça dit la même chose que les docteurs, c'est relativement logique. Les docteurs, ils savent à quel âge a marché votre enfant parce que vous l'avez dit au docteur. Et ensuite, vous l'avez redit à Génida. Encore heureux que ça dit la même chose, sinon il y aura un problème. Ça veut dire que le docteur, il a atteint le niveau CP de recopier correctement les informations qu'on lui donne. Non, sans rigoler, ce qui est quand même plus intéressant avec Génida, c'est que vous voyez, il y a des choses qu'on a, il y a plus de graphiques que sur le recueil médical. En fait, ça pose plus de questions, Génida, que dans notre recueil médical où on pose des questions sans réellement de cohérence entre tous les recueils qu'on fait. On ne demande pas toujours la même chose à chaque individu. Je pense que le grand enseignement de cette cohorte Génida, c'est le TDAH. Alors, au moment où on a lancé l'étude, c'était quelque chose qui était quasiment pas décrit dans le syndrome TDX3X. Depuis, ça a été décrit, mais le fait que ça impacte autant le quotidien des familles et des individus, c'est quelque chose d'assez inédit. Et l'anxiété, on va y revenir aussi un petit peu par la suite. Je pense que globalement, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut écouter les familles, écouter les individus, écouter les patients. Qu'est-ce qui va advenir ensuite? On avait parlé avec certains d'entre vous de bilans psychométriques qui avaient été réalisés ici, de tests sur l'échelle de Vineland. On a plein de chiffres comme cela. Est-ce que je peux pointer un petit peu? Non? Comment il faut faire derrière? Je sais pas. Moi, je suis pas prof. Je sais pas. Comme ça. Ouais, c'est bon, je l'ai. On voit que globalement, le bilan psychométrique, c'est ce qui sert à faire le diagnostic de déficience intellectuelle, mais peu importe en soi. Ce qui est important, c'est de voir quels sont les points forts et les points faibles des enfants, des adultes. Un des points forts, la compréhension verbale. On voit ça sur le bilan psychométrique et comme par hasard sur l'échelle de Vineland, c'est exactement la même chose, c'est concordant. On voit que la compréhension est quelque chose de mieux préservé, donc c'est une force sur laquelle il faut baser les apprentissages. Quand on dit à un orthophoniste que la compréhension verbale, c'est un point fort, c'est quelque chose de très intéressant pour elle, pour eux, parce que c'est pas que des femmes d'ailleurs, pour baser les apprentissages. Et à l'inverse, l'accès à la communication, versant expressif, oral comme écrite, qui est beaucoup plus difficile, comment contourner cette difficulté, peut-être grâce à l'accès à la communication. Quand c'est tout ce travail-là qui nous reste à faire sur ces informations numériques, qui va être discuté plus en détail par le docteur Angela Morgan, juste après ou un peu plus tard, je ne sais plus exactement à quelle heure. Bref. Merci beaucoup. Surtout, merci pour votre participation sur ces questionnaires sans lesquels on ne sait absolument rien. Comme le dit le docteur Geneviève, faire un diagnostic, c'est bien, mais l'important, c'est l'après. Qu'est-ce qu'il advient après? Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci encore. Merci, Valentin Ruot.